Hello chers cavaliers et chères cavalières, ici Angélique. Bienvenue sur le podcast J'entraîne mon cheval. Alors ce podcast est complémentaire au blog. Sur le blog, on reste axé vie quotidienne, on parle exercice, on parle conseils. Alors le podcast, c'est l'occasion de prendre de la hauteur et de s'inspirer. Ensemble, nous allons interviewer des personnalités ou des experts équestres pour qu'ils nous parlent de leur vision à eux du lien entre un cavalier et son cheval. Le but, c'est évidemment que nous progressions nous-mêmes dans le lien que nous avons avec nos chevaux. Si l'idée du podcast vous plaît, parlez-en autour de vous. Aidez-moi à le faire connaître. Partagez la publi Facebook, notez-le sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Moi, ça me permet d'être mise en avant. Donc, mettez-moi 5 étoiles sur iTunes, par exemple. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle « Entraîner votre cerveau d'athlète ». Mon invitée du jour est Patricia Cohen. Patricia est préparatrice mentale. Elle aide les cavaliers, elle parle d'athlètes, à devenir les meilleures versions d'eux-mêmes mentalement. C'est-à-dire qu'elle les aide à canaliser leurs émotions, à focaliser leur concentration, leur attention, pour qu'ils puissent performer sur les terrains de concours. Et ce, malgré la pression, malgré le stress, voire même pour les plus connus d'entre eux, malgré les enjeux, les réseaux sociaux, la presse. Parce que le cerveau, le vôtre ou même le mien, a des super pouvoirs et que souvent, nous ne les avons pas apprivoisés. Alors sous le stress, notre cerveau nous joue des tours et peut ressembler à un cheval qui a pris le mors aux dents. Car on ne sait pas comment gérer le pic de stress de la cloche par exemple qui sonne le début de l'épreuve. Ou même on ne sait pas comment gérer nos émotions, positives ou négatives, avant ou après une épreuve, et parfois même on a peur. Car oui, Patricia peut vous aider à retrouver le plaisir de monter à cheval si jamais vous avez peur d'enfiler votre veste de concours ou si le fait de mettre votre bombe peut vous donner la boule au ventre. Alors dans cet épisode, on va vous parler d'objectifs, on va vous parler de motivation et de travail. Au final, ce sont les socles du sportif. Et on parle bien sûr de performance sportive. Et Patricia, elle vous souhaite même de connaître ce fameux état de flow. C'est un espèce d'état de grâce où tout semble facile et où on ne fait qu'un avec son cheval. Bien loin d'être une tendance à la mode, la préparation mentale est bien connue des autres sports, mais reste encore négligée dans l'équitation, où toute l'attention est souvent priorisée, focalisée sur le cheval. Alors aujourd'hui, on se concentre sur le cavalier. Aujourd'hui, on se concentre sur vous. Vous êtes un sportif, vous êtes un pilote, vous êtes un athlète. Explorons les super pouvoirs de nos cerveaux et il est temps de lancer l'épisode « Entraîner votre cerveau d'athlète ». Bonjour Patricia. Bonjour Angélique. Ça va du coup ? Oui, très bien. Alors Patricia, tu es coach mental. Oui. Et avant, on prenait notre thé et je sentais que tu étais lancée et du coup je suis désolée, j'ai dû un petit peu casser l'élan pour lancer le podcast. Mais parle-moi du coaching mental. Du coup, le coaching mental, c'est un truc un petit peu à la mode en ce moment. On en entend de plus en plus parler, oui. Même si c'est quand même pas courant. Oui. Alors ça consiste en quoi ? Alors, plutôt que de dire coach mental, je vais te reprendre sur la terminologie, on va dire préparateur mental. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, on en parle de plus en plus aujourd'hui parce que dans le domaine de l'équitation, c'est ça qui nous intéresse, il y a bien sûr le cavalier, le cheval, mais aussi d'autres ingrédients, d'autres paramètres comme la préparation mentale. Alors la préparation mentale, qu'est-ce que c'est en fait ? Plusieurs choses rentrent là-dedans. La première chose, c'est que toi, comme moi, comme tous les cavaliers, on est gouverné par nos peurs. Peur de tomber, peur de ne pas réussir, peur de se faire mal, de faire mal à son cheval dans certains cas. Donc les peurs, les croyances aussi. Les croyances, je ne suis pas capable, pour un cavalier de CSO, de dépasser 140. Je ne suis pas bon sur les jeunes chevaux.
je sais pas faire les jeunes chevaux. Tu vois, il y a les peurs et les croyances. À côté de ça, heureusement, il n'y a pas que ça, on est aussi gouverné par nos envies, par notre motivation, nos aspirations. Bon. Alors, quand ça s'équilibre et que ça va plutôt du côté de la motivation, tout va bien. Quand les peurs et les croyances, surtout les croyances qui sont un peu destructrices, négatives, prennent le dessus, là, ça va pas. Et en situation de stress, en situation de pression, tu penses bien que la balance, elle peut peser plus d'un côté que de l'autre. Voilà, exactement. Donc, le préparateur mental, il va aider, dans certains cas spécifiques, à faire voir le côté positif, à faire trouver les ressources à l'athlète. Je parle d'athlète, l'athlète pour qu'il fasse face à la situation avec sa stratégie mentale que lui-même va mettre en place, élaborer avec l'aide de son préparateur mental. Alors, ça c'est un premier cas, c'est souvent pour répondre aux peurs, aux croyances, aux pics de stress, tu vois, voilà. Et puis il y a d'autres athlètes aussi qui veulent optimiser, qui sont déjà à l'aise, mais qui se disent, un préparateur mental peut m'aider à optimiser mes stratégies mentales, à être encore plus affûté, encore plus serein, encore plus lucide, trouver peut-être de façon plus répétitive l'état de flow, dont on a déjà parlé. Et voilà, ça c'est aussi un autre cas de figure. On ne vient pas me voir que désespéré. Aide-moi, s'il te plaît. En état de choc. Voilà, il y a aussi l'autre cas de figure où on est dans une démarche d'optimisation, d'amélioration. Ça marche. Encore peut-être un ou deux mots. Il n'y a pas que moi qui travaille, et surtout pas. On est deux professionnels. L'un, c'est l'athlète qui vient en tant qu'être unique, avec son cerveau, qui est unique. Et puis, il y a moi, qui peut lui apporter des outils, qui va le faire prendre conscience de certaines choses. Et à ce moment-là, c'est l'athlète qui va travailler tout seul pour s'entraîner, entraîner son cerveau sur différents points, différentes choses qu'on aura identifiées. Donc tu es un guide en fait. Je suis un guide, voilà. Et la préparation mentale demande du travail de l'athlète pour modeler son cerveau pour qu'il devienne pas fou et qu'il galope pas de façon folle en entraînant le cavalier n'importe où. Oui, donc il faut en avoir conscience. Quand on fait appel à toi, c'est pas toi qui vas résoudre les problèmes. Tu vas nous aider, mais c'est vraiment nous qui allons bosser tout seuls comme des grands. Exactement. Moi, je vais vous aider, je vais vous donner des outils. Ça, c'est sûr. Je vais vous donner des outils. Je vais vous aider à prendre conscience. Et ensemble, on va bâtir des stratégies. Et il y a des choses qui vont bien marcher pour toi, Angélique, mais qui ne marcheront pas pour Alfred à côté, parce que vous êtes deux individus complètement différents. Ouais, ça marche. C'est plus clair pour toi ? Ouais, c'est carrément plus clair pour moi. Je comprends que c'est complètement personnel comme démarche. Oui. Ça se rapproche du développement personnel ? C'est une branche ? On en a besoin ? Alors, oui, c'est une très bonne question, parce que les athlètes qui font de la préparation mentale, ils apprennent sur eux. Ils apprennent sur eux au-delà de l'aspect sportif. Et ils découvrent des choses sur eux qui va leur servir dans la vie de tous les jours. Donc oui, il y a cet aspect de développement personnel. En revanche, on est dans un objectif de performance sportive. Donc oui, du développement personnel, mais avec cet objectif de performance sportive. Du coup, quand tu parles de performance sportive, est-ce que ça veut dire que ça s'adresse à tout le monde ou uniquement aux athlètes de haut niveau ? Alors, ça s'adresse à tout le monde qui a un objectif sportif. Le préparateur mental ne va pas aider des pratiquants qui font ça simplement pour le plaisir. Il faut qu'il y ait un objectif de compétition. Il faut qu'il y ait la pratique de la compétition avec une envie de réaliser quelque chose, qu'on soit après amateur ou professionnel. D'accord. Et là, peu importe.
Donc je peux venir faire appel à toi pour faire mon petit championnat de France club, par exemple. Bien sûr, c'est complètement oui, possible. tout à fait. D'accord. Tout à fait. Parce que j'aurai cet objectif de compétition et de vouloir gagner, du coup, forcément. Ok. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, ça veut possible. dire qu'il y a un âge minimum quelque part. On peut prendre n'importe quel enfant qui a envie de faire de la compète ou c'est trop tôt? On peut prendre des enfants, les préparateurs mentaux commencent à prendre les enfants à partir de 11 ans, D'accord. 12 ans. Pour tous les enfants, tous les mineurs, il y a l'écosystème de l'enfant, mais c'est vrai aussi pour un adulte. L'écosystème, pour un enfant, ça va être les parents, ça va être le coach technique. Le moniteur. Voilà, le moniteur. Ou la monitrice. Ou la monitrice. Voilà, donc si on peut travailler en harmonie avec tout cet écosystème, c'est très bien. Quelquefois, c'est pas possible. Voilà. Ok. Et pour l'adulte, c'est la même chose du coup? Tu pour as l'adulte, aussi accès au coach technique? Quelquefois oui, quelquefois non. Tout dépend déjà de l'athlète, tout dépend du coach technique aussi. Mais l'idéal, c'est de pouvoir travailler dans un écosystème parce que, tu vois, il y a certains aspects de la préparation mentale qui doivent être faits idéalement avec le coach technique. Tout à l'heure, on parlait d'objectifs. Les objectifs, ils vont être décidés par l'athlète, mais en relation avec son coach technique, idéalement, et si possible avec son préparateur mental. C'est vraiment un travail d'équipe. Ça peut être un travail d'équipe là très puissant. Oui, Okay. Tout à fait. Mais pas toujours. Pas toujours. Idéalement, mais pas toujours. J'ai beaucoup d'athlètes qui viennent me voir et j'ai une relation one-to-one avec eux et ça fonctionne très bien. Oui. Ça marche. Pourquoi c'est aussi négligé d'après toi, la préparation mentale? Est-ce que en équitation, je pense que c'est assez peu fréquent par rapport à d'autres sports? Oui. Est-ce que tu as une explication? Alors, la première explication ou la première raison qui me vient à l'esprit, c'est que l'équitation est un sport bien particulier où l'athlète, c'est à la fois le cavalier et il y a le cheval. Ils sont deux. Ils sont deux, voilà. Et donc, il faut s'occuper du cheval. Et donc, il y a toute une partie technique autour du cheval. Autour du cavalier aussi, mais autour du cheval. Et la plupart des cavaliers vont privilégier la partie technique d'assouplir, de renforcer la musculation, de renforcer la condition physique du cheval. Souvent au détriment du cavalier. Et la préparation mentale vient souvent en dernier. Après, il y a un effet quelquefois un peu pervers pour des athlètes de haut niveau qui vont venir voir un préparateur mental parce qu'ils sont en limite de capacité technique. Et pour eux, c'est peut-être plus facile de se remettre en cause sur l'aspect mental et pas sur l'aspect technique. D'accord. Voilà, donc là, c'est quelquefois une petite déviance. Ok. Mais c'est pas la majorité, c'est vraiment quelques cas. Dans les sportifs que tu suis, tu as beaucoup de cavaliers? Ou assez peu, en fait? Est-ce que tu suis d'autres sportifs que les cavaliers? Oui, alors de par ma formation, j'ai suivi d'autres sportifs que des cavaliers, mais par aspiration, motivation personnelle, aujourd'hui, je ne suis que des cavaliers. Mais des cavaliers qui font des disciplines différentes. Ils peuvent faire soit du CSO, du CSO pur, du dressage pur ou du complet. D'accord. Je n'ai pas eu l'occasion à ce jour, mais peut-être que ça va tu n'as personne en endurance. En endurance, par exemple. Voilà. Petit clin d'œil. Et du coup, de tous les niveaux. Et de tous les niveaux. Et de tous les niveaux. Club, amateur, au-delà aussi. Essentiellement amateur et pro. D'accord. Essentiellement amateur et pro. Ouais. De toute la France? De toute la France. Même depuis limitrophe à la France qui parle français. Excellent.
Tu n'as pas forcément besoin de voir la personne. Un Skype, une visioconférence, voilà, ça peut marcher. En Skype, oui, voilà, Skype, visioconférence, ça peut fonctionner. Après, dans certains cas, c'est quelquefois très très bien et très appréciable d'aller sur le terrain, soit en concours, soit à l'entraînement, parce qu'on voit d'autres choses. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Tu viens et tu observes en fait le cavalier en situation. Oui, ça peut m'arriver à sa demande et en accord avec lui-même. Je le fais pas, tu vois, tiens, salut, dans son dos, bien sûr. Et sur certains outils de préparation mentale, c'est plus puissant lorsqu'on est en situation d'entraînement, par exemple. Je pense du coup à la situation que beaucoup ont connue et que moi-même, jadis, j'ai connue. C'est le son de la cloche, par exemple, qui donne le go au départ de son parcours de saut d'obstacle. Moi, je sais que j'avais un petit pic à ce moment-là de stress. Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux conseiller, toi, sur ce genre de situation live ? De venir me voir, déjà. Oui. Alors, la cloche, elle intervient dans une... C'est tout un processus, en fait, qui amène à la cloche et après la cloche. Et sur ce processus qui inclut la cloche, on va mettre en place généralement des routines de performance, des routines de pré-performance, justement, qui vont permettre à l'athlète d'avoir un schéma directeur de choses à faire, toujours les mêmes, de les répéter, et d'amoindrir, non pas le son de la cloche, mais l'impact de la cloche sur ses émotions. Et parce qu'il sait ce qu'il a à faire à ce moment-là, il sait qu'au moment de la cloche, pour certains, ça va être de faire un scan corporel, pour d'autres, de respirer, pour d'autres, d'avoir une visualisation mentale, etc., etc., ce qui va leur permettre de faire descendre ce pic de stress dont tu parlais. Et ça s'intègre dans une routine, tu vois, qu'on a décrite auparavant. Ensemble, c'est d'ailleurs souvent l'athlète qui va la décrire, la rédiger, ensuite la prendre par cœur, la tester, l'ajuster. Elle n'est jamais fixe parce que comme tu le sais, la cloche peut retentir à un moment plus ou moins tôt, tu vois. Ouais. Donc, il faut que la routine puisse être adaptée aussi par l'athlète. C'est un cadre, mais qui n'est pas figé, dans lequel l'athlète sait ce qu'il a à faire, de façon extrêmement précise. Là, on est dans ce qu'on appelle la micro-routine. Micro-routine parce que ça peut être à la seconde près. Ouais, ok. Et comme ça, j'ai l'habitude, je sais ce que je dois faire et mon cerveau, il n'a pas le temps de gamberger et de dire je panique. Exactement. En gros. Exactement. Et on a aussi, ça c'est une micro-routine, mais on peut avoir des macro-routines. Tout à l'heure, on a parlé d'Olympiades ou de grands championnats. On peut avoir des macro-routines qui vont démarrer une semaine avant l'événement. D'accord. Pour commencer déjà à se mettre tout doucement dans le mode concours. Exactement. En termes de levée, j'imagine, de gestes. Oui, de tout. Oui. J'y pense, là, les objets fétiches, par exemple. Toi, tu es pour, tu es contre parce que je sais que c'est sympa, ça peut rassurer. En même temps, si on l'oublie le jour J, ça peut être la cata. Qu'est-ce que tu préconises, toi ? Alors nous, on est dans la stratégie mentale. On n'est pas trop dans... Tu vois, la stratégie mentale, elle repose sur les ressources intrinsèques de l'athlète. D'accord. Il n'a pas besoin de son Il n'a pas besoin fétiche, de son doudou ou de son slip fétiche ou de son amulette ou de son gris-gris. Voilà, elle repose sur vraiment ses propres ressources, sa propre stratégie mentale à lui. Okay. Et le cerveau, c'est une chose extraordinaire, on l'emporte partout. Ouais, on l'oublie jamais en règle générale. Voilà, mais c'est comme la respiration. La respiration est un fabuleux outil. Tu respires tout le temps. Tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte, mais tu respires. Et des fois, on l'utilise mal, du coup. Exactement. Ça fait partie des outils de préparation mentale que je donne
à l'athlète dès les premières rencontres. Parce que, surtout en équitation, dans d'autres sports c'est important, mais en équitation c'est majeur. Il ne faut pas oublier que le cheval ressent cette capacité à être un miroir de nos émotions, mais de nos tensions, de nos crispations. Et la respiration permet le relâchement. Et donc, si on arrive à bien respirer, on est lucide et on est disponible. Et le cheval aussi se relâche et peut mieux fonctionner. Voilà. Ouais, c'est hyper important. Et du coup, quand on vient te voir dans les premières rencontres, j'imagine que tu définis aussi un objectif avec la personne. Oui. C'est quoi un bon objectif ? Ah, alors tu veux dire un objectif de préparation mentale ou un objectif de performance ? Les deux. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire objectif de performance, mais c'est avec mon langage de néophyte. Peut-être que toi, derrière, tu as d'autres clés. Alors, sur la préparation mentale, on va définir un objectif de préparation mentale. C'est-à-dire, voilà par exemple un athlète qui vient me voir en me disant « Patricia, je n'arrive plus à l'obstacle, c'est terminé, je ne fais que des refus, je tombe, je n'ai plus confiance en moi, je n'ai plus confiance en mon cheval, c'est terminé. » Donc voilà, on va fixer un objectif. L'objectif, ça va être de reprendre confiance, de retrouver du plaisir, et de pouvoir être capable de faire un parcours dans de bonnes conditions, pas forcément sans barre, mais en tout cas sans refus. Avec du plaisir. Et avec du plaisir. Donc ça, c'est un objectif de préparation mentale qu'on va fixer avec l'athlète pour nous guider sur tout notre travail de préparation mentale. À côté de ça, il y a des objectifs de performance. Un objectif de performance, comme tu le disais, ça peut être classé, je sais pas, en amateur 1, tel type d'épreuve, de façon fréquente. Alors on va définir qu'est-ce que c'est de façon fréquente. Est-ce que c'est atteignable? Est-ce que c'est mesurable? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est trop ambitieux? Pas assez ambitieux? Donc ça, c'est un objectif de performance. Ok. Donc les deux en fait, on peut venir te voir pour retrouver du plaisir ou on peut venir te voir en disant je veux être champion, aide-moi en gros. Je simplifie. Mais il y a bien les deux. Il y a bien les oui, alors il y a bien les deux, sachant que l'objectif de performance ou l'objectif de résultat, c'est ce qui va driver l'athlète, c'est ce qui va le motiver tout au long de sa saison. La saison, elle est longue. Tiens, actuellement, on est en hiver. Pour, par exemple, des complétistes, ils ne vont commencer la saison qu'en mars. Il y a encore 2-3 mois à tirer. Il fait pas beau, il pleut, mais il faut entraîner le cheval. Bon, si tu as des objectifs, si tu as au bout de ces 3 mois et de la saison l'objectif de participer au championnat de France, d'être peut-être classé dans ce championnat de France, le matin quand tu te dis je vais monter mon cheval, il fait nuit et tout ça, il pleut, il fait froid, ça motive déjà. Ça motive. Hein. Si c'est vague, si c'est flou, tu restes au lit. Ah oui. ouais, je comprends. Oui. Et la motivation, elle fait ça, elle fluctue, tu vois. Donc, les objectifs, c'est bien de les définir avec certaines précautions pour que ça te guide, ça te soutienne, ça te donne envie. Du coup, il faut des sous-étapes aussi, j'imagine. Oui, des sous-objectifs, oui. Comme ça, on n'est pas déçu en fin de saison et un concours ne décide pas de toute la saison, quelque part. Exactement, oui. Alors, tu vois, j'ai une athlète qui m'avait dit mon objectif de fin de saison, c'est d'être dans le top 5. Okay, ça veut dire que là, elle joue sa saison sur un championnat. Ça, c'est très, très dur. Très, très dur parce que c'est... qui tout double. Qui tout double, exactement. Qui tout double. Donc, on a gardé cet objectif-là en bonus. D'accord, c'est devenu un bonus. C'est devenu un bonus. Par contre, elle a d'autres objectifs sur tout au long de la saison qui vont bien sûr conduire à ce bonus, mais qui, même si le bonus, elle le rate,
tu vois, qui tout double, comme tu disais. J'espère qu'elle aura atteint totalité voilà, des autres objectifs. Ça marche. Et ce qui veut dire aussi que tu fais les bilans post-concours, post-saison aussi, ça fait partie de la préparation mentale. Bien sûr, oui. Post-concours et post-saison et quelquefois mi-saison. D'accord. Pour redéfinir des objectifs. Réajuster. Oui. Réajuster des objectifs. Si on se rend compte que c'est trop ambitieux, par exemple. Ou au contraire, qu'ils ne sont pas assez. Au cas où. Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Ou bien les confirmer. Ou bien se dire, on est sur la bonne ligne, on y est, ok, on continue. Le coaching mental ne doit pas être confondu avec de la psychologie. Toi, tu n'es pas trop dans le pourquoi je suis comme ça, mais tu es plutôt dans la transformation. Comment, avec moi, ce que je suis, je peux être meilleur. Oui, tout à fait. On n'est pas dans la psychologie, on ne va pas rechercher les causes de ce qui a pu se produire. Ça ne nous intéresse pas trop. En revanche, à partir d'un état de fait, on va voir comment on peut faire. Exemple, je te parlais tout à l'heure de cette cavalière qui vient me voir avec ce problème à l'obstacle. Pourquoi c'est arrivé? Je ne pourrais rien y faire. De toute façon, c'est passé. Donc, voilà. En revanche, qu'est-ce qu'on peut mettre en place maintenant pour l'aider à passer ça? Oui, ça, c'est ça qui m'intéresse. Alors, ça va passer par quoi? Ça va passer par déjà comprendre, analyser qu'est-ce qui se passe lorsqu'elle rentre en piste ou même à la détente. Là, dans le cas auquel je pense, eh bien, un dialogue interne extrêmement négatif. Je ne vais pas y arriver. Les barres sont très hautes. Ouh là là, c'est difficile. Ce qu'elle se dit inconsciemment, tu vois, elle s'en rend même pas compte. Elle se dit ça. Donc forcément, elle arrive, elle n'est pas dans les meilleures conditions. Dans les mêmes conditions. Mais ça, avant de me livrer tout ce qui lui passe par la tête, elle n'en a pas conscience. Et là, quand elle me le dit, à un moment donné, tu vois, on fait un stop, un arrêt sur image un peu. Et puis, je lui dis, qu'est-ce que t'en dis finalement de tout ce que tu viens de me dire là? Et là, souvent, l'athlète est un peu interloqué et puis il dit, je dis que des choses négatives, en fait. C'est pourri ce que je dis. En fait, c'est nul. Mais c'est très, très négatif. Et tu vois, il s'en rend compte lui-même. Prise de conscience. Oui. Alors, comment tu peux transformer ça? Là, je pourrais dire ça. Et voilà. Et là, voilà. On est dans une autre optique. On est dans une autre optique. Et là, je vais l'aider, parce que quelquefois, c'est pas aussi rapide, tu vois. Voilà. Tu peux avoir des images négatives. Oui, je me vois en train de tomber. Ok. Donc là, une image où elle se voit en train de tomber, où elle voit le cheval tomber, où elle voit les barres chuter, tu vois. Là, on va opter pour une autre stratégie mentale. Alors moi, je me rappelle, mon moniteur me disait, il faut pas se dire... ne pas faire quelque chose parce que le cerveau est incapable de gérer la négation. Exactement. À l'époque, quand il y avait un soubassement par exemple, il disait surtout, il ne faut pas se dire ne pas regarder le soubassement. Il faut se dire regarder au-delà, au milieu, regarder derrière, la ligne d'horizon, regarder les montagnes, même si elles sont imaginaires. Parce que si on se dit ne pas regarder quelque chose, en fait, le cerveau ne comprend pas la négation. Donc, le dialogue doit toujours être positif. Même pour les coachs. Normalement, un coach technique devrait être toujours dans le positif, c'est-à-dire c'est pas ne pas regarder par terre, c'est regarde loin. Ouais, ils sont pas tous comme ça malheureusement. Oui. Ne laisse pas tes épaules partir vers l'avant, redresse-toi. Tellement, ça change vraiment le message. Hein. Oui. Parce que sinon, on sait pas comment faire. Si on dit juste ne mets pas tes épaules comme ça, mais je les mets comment? Exactement. Voilà, c'est ça. Et parce que le cerveau ne comprend pas la négation, il ne va comprendre que... l'action, en fait, le verbe. Ouais. Le verbe. Donc, c'est tout faux. Ouais, du coup. C'est pile ce qu'on veut pas. Exactement. Ouais. Exactement. Donc ça aussi, l'athlète doit en prendre conscience, doit formuler tous ses propos positivement.
Même pour son cheval aussi, quand il parle à son cheval, j'imagine qu'il faut aussi, après ça, on tombe dans d'autres domaines, mais en tout cas la relation qu'on a avec son cheval, il faut l'avoir positivement aussi. Oui, positivement. On va y arriver, il faut dire à son cheval, on va y arriver. On va y arriver, on va passer là, tu vas sauter, tu vas faire la plus belle épaule en dedans du monde. Oui, mais déjà si nous on y croit, il y croira un peu plus. Forcément, il le sentira. Il sentira cette énergie. Elle sera communicatrice. Oui. Toi, en combien de séances je parle plus d'accompagnement pour la façon que tu as d'appréhender les sportifs. À peu près combien de séances tu peux faire par saison? Est-ce que c'est du one-shot? Est-ce que c'est du suivi? Est-ce que quelques séances suffisent ou il faut au contraire toute une saison? Oui, sur la fréquence. Ok. Alors, sur un problème bien identifié, il faut compter 8, 12 séances avec une fréquence soutenue, à savoir une par semaine, avec du travail de préparation mentale, un quart d'heure, pour les pros jusqu'à presque 1 heure par jour. D'accord. Et donc c'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot, c'est un vrai engagement. Pour les amateurs, un quart d'heure, ça suffit. Tous les jours, et une séance avec moi, 1 fois par semaine. Voilà. Après, on peut être dans des accompagnements au plus long cours, tu vois, et plus modulable aussi, tu vois. Là, je suis plutôt en période calme parce qu'il y a quelques cavaliers qui ont arrêté pendant l'hiver, que je suis de façon régulière, mais qui ont arrêté pendant l'hiver, qui j'espère continuent à travailler. S'ils m'entendent, j'espère qu'ils continuent à travailler. Mais parce que oui, le muscle est un cerveau, donc si tu le le cerveau est un muscle. Le cerveau est un muscle, oui, tu vois. Merci Angélique. Donc, si tu le fais pas travailler, il va reprendre des habitudes de facilité. Et donc, sur du travail au long cours, pour certains d'athlètes, on va reprendre en février, mars, et avec un cadencement qui peut être différent d'une demande ponctuelle. Voilà. Ça marche. Donc, être fort mentalement, si tu devais le décrire, toi, tu mettrais quel mot derrière cette expression? Ah, ça c'est une colle. Bon, d'abord, ça va dépendre de chaque individu. Mais quand même, pour répondre à cette question, parce que tu vas pas te satisfaire de ce truc-là, c'est d'abord avoir confiance en soi. Confiance en ses capacités, ça se travaille, ça. Confiance en soi, confiance en ses capacités, confiance en son cheval aussi. Ça, c'est un point. Un deuxième point, c'est être capable de gérer ses émotions, quelles qu'elles soient. Les bonnes comme les mauvaises. Les bonnes comme les mauvaises. J'ai en tête, sur des émotions positives, un cavalier de complet. À l'issue du cross, il est très heureux d'avoir terminé ce cross. Il est hyper heureux, mais il y a encore une autre épreuve. Il y a le saut d'obstacle le lendemain. Et là, il part dans des délires de démonstration de joie qui pompent forcément de l'énergie, qui sont bonnes pour lui, hein, bien sûr, mais de façon un peu excessive. Et voilà. Donc, attention au lendemain, du coup. Attention au lendemain. Attention, il y a encore une autre épreuve. On n'est pas à la fin du championnat. C'est pas gagné. Donc, savoir gérer ses émotions en toutes circonstances. Je pense aussi à la dernière barre qu'on fait souvent sur le dernier obstacle parce qu'on se relâche. On se dit yes, j'ai fini. Et non. Non, il faut imaginer qu'il y en a une autre derrière ou que la ligne d'arrivée, c'est le dernier obstacle. Voilà. Donc, gérer ses émotions, être capable de connaître ses peurs, de les accepter, parce qu'on en a tous, de les accepter, de les côtoyer, de les apprivoiser, pas de les éliminer. C'est pas possible. On est des êtres humains avec des émotions et les peurs font partie de nous, mais on peut les apprivoiser. J'ai même envie de dire que souvent on se dit qu'il faut supprimer tout ça, mais en fait, c'est complètement
Enfin, je sais pas comment dire ça, mais c'est peut-être un peu bizarre ce que je vais dire, mais je trouve que les gens qui n'expriment pas d'émotion, ils sont normalement malades. On les appelle psychopathes ou je ne sais quoi. Et donc, Là, c'est normal. pas de mon ressort. Non, mais c'est normal d'avoir peur. Il faut pas se dire je supprime la peur. Il faut dire je fais avec et je transforme ça. Tu vois, souvent, en fait, on confond parfois Oui. en développement personnel. On se dit faut que je supprime. Et Non. c'est pas la bonne méthode, Non, en tout cas. non, c'est apprivoiser. C'est vivre avec. La peur, elle est là, un peu comme ton ombre. Voilà. Elle fait partie de toi. Voilà, elle fait partie de toi. Puis quelque part, c'est un truc normal du corps pour dire attention, ça peut être dangereux. Exactement, c'est ça. La peur, elle peut avoir cette fonction-là, c'est de te protéger. Un mot mental, c'est ça, c'est la gestion des émotions, c'est la confiance en soi, c'est être capable de trouver le relâchement, le bon relâchement. C'est-à-dire à la fois être tonique sur certaines parties du corps, mais être relâché sur d'autres. Tu vois ? Donc avoir une bonne connaissance de son corps et pouvoir avoir une flexibilité au niveau de son mental pour passer de différents moments d'énergie. Tu peux avoir une énergie calme. À certains moments, tu peux demander un surcroît d'énergie, tu vois, d'être réactif, très réactif, très guerrier, tu vois. Et puis redescendre, donc pouvoir, tu vois, moduler, varier, moduler. Est-ce que c'est l'état de flow ? Non, alors l'état de flow, on en parlera après. Okay. Et puis aussi, très important, c'est la concentration. Être capable de focaliser son attention. Ça, c'est un élément clé. Focaliser son attention, quel que soit l'environnement. Que tu sois tout seul dans la carrière, ou dehors, ou qu'il y ait des milliers de personnes qui retiennent leur souffle qui te regardent. Et qui te regardent. Ouais. Je m'imagine là, au milieu de la carrière avec tout le monde qui me regarde. Voilà. Donc c'est ça. Arriver à faire abstraction de tous ces moments-là. Voilà. Marche. Mais ça s'apprend. Ce n'est pas inné. C'est un muscle, ça se travaille, le cerveau, on a dit. Voilà. Ça s'apprend. Donc il y en a qui sont plus avantagés que d'autres, comme dans tous les caractéristiques ou les compétences qu'on peut avoir, mais ça s'apprend. Même si je suis nulle, je peux apprendre. Oui. Et ça se développe et ça se travaille. Important. Je crois que celui qui n'a pas compris que c'est du boulot, il nous a pas écouté. Tout. Pardon. Alors le flow, du coup, si c'est pas être fort mentalement, qu'est-ce que c'est ? Le flow, c'est un état particulier que connaissent pas tous les sportifs. Quand ils l'ont rencontré une fois, ils n'ont qu'une envie, c'est de le retrouver. Mais il peut se passer des années. J'ai une athlète qui a connu cet état-là. Elle avait 18 ans, aujourd'hui elle en a 28. Et depuis, elle ne l'a pas retrouvé. Alors qu'est-ce que c'est l'état de flow pour les gens qui nous écoutent ? C'est un état bien particulier. Les athlètes disent, là je vais te citer vraiment les athlètes, ce qu'ils disent. Je me sentais libre. Je ne faisais qu'un avec mon cheval. J'avais l'impression qu'il comprenait tout, qu'il me parlait, qu'on était en parfaite osmose. Rien n'était impossible pour moi. On pouvait aller au bout du monde. Les barres pouvaient être énormes, on allait les franchir. Et c'est vraiment le côté centaure, le côté harmonie pure. Oui, c'est ça. Il y a un peu cette rien ne peut nous arriver. On est capable de tout franchir. Je suis extrêmement lucide. J'ai comme des antennes partout. Je suis lucide. Je vois tout. J'entends tout. Je sais tout. Un état de grâce, un peu. C'est un état de grâce. Alors, les composantes, en fait, donc ça, c'est ce que disent les cavaliers, tu vois, chacun l'exprime avec ses propres mots. Les ingrédients qu'il faut, c'est une concentration sur le moment, ici et maintenant, now and here, comme le disent nos amis anglo-saxons. C'est vraiment une forte focalisation de l'attention sur le moment présent, sur ce que l'athlète est en train de faire. Ensuite, c'est la maîtrise
la maîtrise de ses objectifs techniques. Il y a une perte de conscience de soi. On est dans l'épreuve, dans le moment. On n'a plus conscience de soi en tant que soi. C'est un peu difficile à expliquer, mais on est dedans. On est complètement dedans. Avec le cheval, on forme qu'un, voilà. Et puis, il y a souvent aussi la perte de la notion du temps, tu vois. Et cette notion aussi de plaisir. Il y a cette notion de plaisir qui est liée à l'action même. Tu vois, tout est facile, tout est fluide. C'est ça le flow. Ça donne envie. Ça donne envie. Bah oui, ils courent tous après. Hein. J'imagine, ouais. Et ça existe dans toutes les disciplines. Dans toutes les disciplines. Et pour certains, c'est une quête du Graal qui n'obtiennent qu'une fois avec un cheval, par exemple. Donc, les sportifs que tu as suivis en haut niveau, ils l'ont connu. Pour savoir à quelle fréquence ça peut arriver, je comprends que c'est individuel et que c'est... oui, mais ça arrive en amateur aussi. Hein. Ouais, c'est pas simplement à haut niveau, ça arrive en amateur. Non, j'ai une athlète l'année dernière, elle revient d'un concours, elle avait vécu sur le cross cette expérience-là. C'était extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Et ça, le travail mental, du coup, il peut mener à cet état de flow. Bien sûr, parce que il y a la concentration, ça prépare, ça aide. Oui, j'ai un autre cavalier, toujours en complet, qui a connu cet état de flow sur la dernière épreuve d'un championnat. C'était le saut d'obstacle. J'ai assisté d'ailleurs à l'épreuve. Le dernier obstacle, c'était un auxerre. Il demande à son cheval de prendre cet auxerre sur une longue. Tout le monde dans le public a fait comme ça, parce que c'était pas possible, quoi. L'auxerre était vraiment gros, c'était dur, c'était le dernier obstacle. Il y avait eu beaucoup de fautes sur ce dernier obstacle. Et lui, il fait ça, quoi. Il a fait ça. Quand je lui ai demandé pourquoi t'as fait ça, il m'a dit, mais je savais que rien ne pouvait nous arrêter. Je pouvais lui demander parce qu'elle allait le faire, tu vois. Je savais qu'on allait le faire. Je trouve ça fou. Je trouve ça génial. Tu vois, et il y avait des personnes à côté de moi qui ont dit « Waouh, il est gourmand !» Ben oui, il était gourmand, mais tu vois, lui savait, il savait que ça passerait. Que ça passerait et que sa jument, c'est une jument, pouvait le lui donner, quoi, à ce moment-là. Et peut-être qu'une autre fois, elle aurait rien donné, elle aurait défoncé l'obstacle. Mais là, c'était possible. Là, c'était possible. C'est une grande satisfaction pour toi, j'imagine, du coup, quand ils arrivent à cet état-là? C'est une grande satisfaction pour eux, d'abord. Pour moi, je suis contente pour eux, mais c'est pas un objectif pour moi, tu vois. C'est pas mon objectif qu'ils connaissent forcément cet état-là. C'est quoi ton objectif à toi, du coup? T'as quand même une grande fierté, j'imagine. Mon objectif, c'est quand on arrive, c'est quand l'athlète me dit, à un moment donné, ah ben voilà, j'ai réglé mon problème, quoi. J'ai réglé mon problème, je pars en confiance, j'éprouve du plaisir. Pour les cavaliers pros, quelquefois, le plaisir est oublié. Et quand le plaisir revient, ça oui, ça c'est bien. Mais quand on arrive à dénouer, quand tous les deux on arrive à dénouer une situation. Donc ça, c'est un vrai plaisir. En gros, tu travailles pour qu'on n'ait plus besoin de toi. C'est ça ta fierté? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. Oui. Il y a un athlète à qui j'ai dit, maintenant, t'as pas besoin de moi, t'as plus besoin de moi. Elle me dit, je vais quand même continuer un peu de temps en temps avec toi. Je lui dis oui, mais sache que t'es maintenant dépendant des stratégies mentales que tu as mises en place, mais indépendant par rapport à moi. Moi, je ne suis pas une béquille. Je trouve ça génial, c'est le petit coup de pouce qu'il faut pour être une meilleure version de soi-même. C'est dingue. Oui. Comment tu es devenu coach mental? Comment je suis devenue coach mental? C'est l'histoire d'une vie. Hein. Il faudra encore une heure, Angers. Alors, j'ai un amour pour le sport déjà qui date depuis toute petite. J'en ai toujours fait, quels que soient les sports. J'ai un
plaisir particulier à côtoyer les sportifs parce qu'ils ont, d'un point de vue mental, des aspérités. Tu vois, ce ne sont pas des personnes lisses, il y a des caractères. Donc ça j'ai du plaisir à côtoyer ces personnalités. Donc ça, c'est déjà 2 premières raisons. Ensuite, j'ai un parcours business, professionnel, en disons 2e partie de carrière dans un cabinet de management, donc avec une proximité avec tout l'accompagnement des hommes, hommes et femmes bien sûr. Et à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait faire que j'arrive à manager, tu vois, l'accompagnement des hommes et le sport? Comment je peux faire le lien entre les deux? Et puis, j'ai eu une évidence, oui, préparateur mental pour sportif, c'est ça. C'est logique. C'est logique. Donc, j'ai refait des études à mon grand âge. J'ai repris des études pour me former, pour acquérir les techniques, la posture, les outils. Et voilà. D'accord. Coach mental, ça prend combien de temps? Enfin, la partie formation que tu as faite, c'était en combien de temps? Alors, un DU en une année. Okay. Une année scolaire. C'est souvent le cas. Il y a des formations plus courtes, mais le DU d'1 an est bien formateur. Alors, on peut peut-être parler de, je ne sais pas si on dit société, cabinet... Est-ce que tu veux faire un petit coup de pub? Tu travailles pour Equimental Coaching? Oui, en fait, c'est ma marque, c'est mon nom, Equimental Coaching. Voilà, mais c'est une marque avec une seule personne qui est Patricia Cohen. Et voilà. Si on veut te contacter, on trouve un site internet, on trouve une page Facebook? Exactement, avec les mêmes noms, Equimental Coaching. Je me consacre uniquement aux cavaliers, donc au monde de l'équitation en général, avec tout public, on va dire, et puis toute discipline. Ça marche. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux discuter? Enfin, je ne sais pas, c'est l'occasion pour toi d'en parler. Il y a un truc que tu as envie de dire? Alors, plusieurs choses sur le cadre des séances de préparation mentale. On est dans un cadre de bienveillance, de non-jugement. Quel que soit ce que l'athlète va me dire, je ne juge pas. Je n'ai pas de jugement sur ce qu'il a fait ou ce qu'il veut faire. Voilà. Donc bienveillance, non-jugement, bien sûr confidentialité. Certains athlètes me disent des choses qui sont très très intimes et ça reste entre eux et moi. Ensuite, nos séances sont, à la lumière de cette interview, je crois, on rigole. Enfin, c'est sérieux, on travaille, mais on peut s'autoriser à rire. On s'autorise à rire. Enfin, ça doit être du plaisir. Hein. Il y a vraiment cette notion de plaisir, à la fois pour moi et pour les athlètes. C'est pas une corvée, j'espère en tout cas. Voilà, donc on plaisante, on rigole, voilà. Donc ça c'est important. Je peux de temps en temps les provoquer un peu, les titiller un peu, les challenger un peu, parce que c'est mon mode de fonctionnement, sans aller au-delà, tu vois, voilà. Et une relation de confiance doit s'établir. C'est-à-dire que si la personne, l'athlète qui vient me voir, n'est pas à l'aise avec moi, pour X ou Y raisons qui lui sont propres, va bene pour moi. Ça va bien. Ça veut dire que je ne suis pas le bon préparateur mental pour cet athlète-là. Il y en a d'autres sur le marché et il trouvera une autre personne que moi. Et ça sera très bien. Voilà, donc il faut qu'il y ait cette relation de confiance parce que l'athlète va confier des choses qui lui sont très très personnelles. Et donc il faut qu'il puisse être authentique, les mettre sur la table. Voilà, c'est un espace un peu privilégié. C'est un espace-temps, un espace où on est dans un cadre. À la fois, il y a du plaisir, de la bienveillance et de l'authenticité et du laisser-aller, du lâcher-prise. Ça marche. Non, c'est important de préciser tout ça. Tu as raison.
Pour ceux qui veulent venir te voir, ils sont, c'est important, ils sont prévenus. Ouais. Est-ce qu'il y a des problématiques récurrentes que tu remarques, par exemple pour les cavaliers de CSO? Est-ce qu'il y a toujours les mêmes demandes? Pour les cavaliers de dressage, est-ce qu'ils ont, entre guillemets, tous les mêmes problèmes? Non, il n'y a pas de demande identique par discipline. En revanche, oui, des problématiques qui reviennent de façon récurrente. La confiance en soi, la peur de chuter, bien sûr, tout ce qui tourne autour de la gestion des émotions, du stress, qui peut être qui peut être paralysant dans certains cas. Et puis, des mauvaises expériences. Des traumatismes? Oui, des traumatismes. Voilà, un concours qui s'est très mal passé et qui reste dans la tête et dont la personne n'arrive pas à se sortir. Même si c'est quelquefois assez ancien. Tu vois, si ça remonte à plusieurs mois, voire quelques années, le truc est là, bien ancré et difficile de déloger. Ouais, difficile de déloger. Et puis le dernier point, c'est la concentration. Quel que soit, et ça c'est étonnant, quels que soient les niveaux, quels que soient les âges, quel que soit le sexe, quelle que soit la discipline, la focalisation de l'attention. Et là, je me dis, c'est un travail qui doit être intéressant pour des épreuves de longue durée comme moi, sur la concentration. Parce qu'un parcours de saut d'obstacle ou une reprise de dressage, c'est quelques minutes. Moi, tu vois, c'est plusieurs heures. Donc, je me dis, ça doit être marrant d'apprendre à moduler sa concentration en fonction... Oui. Je peux pas être concentrée pendant 4 heures. Enfin, je l'ai fait jadis quand je faisais des études pendant mes concours écrits là, mais bon, je me dis ça doit pas être de la même manière. Je pense que chaque discipline a son chaque discipline a ses particularités. Chaque discipline a ses particularités. Alors, il y a la concentration pendant l'épreuve, mais il y a la concentration avant, c'est-à-dire pendant toute la détente. Voire même tu vois la préparation du cheval avant, tu vois, on revient dans les routines, donc oui, tu as peut-être pour un parcours d'obstacle 1 minute, mais avant tu peux être en focalisation de ton attention pendant 3/4 d'heure. Et après, par contre, est-ce qu'on peut se relâcher tout de suite après un concours ou il y a quand même un petit moment où il faut tenir un peu le... Après un concours ou après une épreuve? Après une épreuve. Je passe la ligne d'arrivée ou je finis ma reprise de dressage. Est-ce que je peux me relâcher complètement ou est-ce qu'il faut quand même que je reste en veille? Alors, après, tout dépend de ce que tu as à faire. Je vais te donner 2 exemples. Tu es amateur. C'est ta seule épreuve de la journée. Après... Ok, t'es cool. Tu peux aller au bar, quoi. Tu peux aller au bar, voilà. Tu es professionnel, tu es en championnat, tu as la presse qui t'attend, tu as une interview à donner. C'est peut-être pas le moment de te lâcher. Ouais, d'accord. Oui. Moi, personne m'interviewe pour mon concours, c'est pour ça que je vais au bar. Tu vois? Mais je comprends. Donc, voilà. Ouais. Ok, non, ok. Il peut y avoir d'autres étapes, effectivement. Il peut y avoir d'autres étapes. Ou pour quelqu'un qui a plusieurs chevaux, un professionnel qui passe plusieurs chevaux, voilà, lui, il faut qu'il se remette à chaque fois dans le mode concours pour chaque cheval. Quoi. Ouais. Pour les professionnels, il y a aussi la gestion. Alors, ça fait partie, c'est pas tout à fait de la préparation mentale, mais tu vois, c'est connexe. C'est la gestion des réseaux sociaux. Ah oui? Bah oui. Oui, parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses positives, mais aussi négatives sur les réseaux sociaux. Oui. Et ça, il faut apprendre à le gérer. Ouais, si on est modérateur de sa page. Oui. Surtout si on n'a pas fait un bon parcours, j'imagine, ou s'est passé un événement. Oui. Surtout sur des grosses échéances, tu vois. Tu as les réseaux sociaux qui aujourd'hui sont très présents, tu vois, font partie de notre vie de tous les jours. Donc, comment ça impacte la vie d'un sportif professionnel? Ils t'en parlent, ça, par exemple? Bien sûr. Bien sûr. De leur gestion de leurs réseaux sociaux? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Ils se donnent des routines où, par exemple, ils ne vont pas sur les réseaux sociaux avant ou après? Ou alors ils y ça, vont malgré tout? on peut en discuter. Oui, on peut en discuter. Et oui, bien sûr. Certains créent leur bulle, ils s'isolent, et d'autres peuvent arriver à gérer. C'est personnel. C'est personnel, encore une fois.
J'avais pas pensé à cet aspect-là. Mais oui, bien sûr. Il y a tout, tu vois, il y a tout l'espace. Il y a les médias. Quand tu es sur un concours, qu'à la sortie de ton épreuve, Il y a déjà des micros qui arrivent. t'as les micros ouais. déjà, et on te demande, bon, voilà, vous avez fait votre parcours de cross. Qu'est-ce que vous en avez pensé et que tu te lâches en disant le terrain était dégueulasse. Et c'est enregistré. Et c'est enregistré et diffusé sur les réseaux sociaux quasiment en live. Là, c'est dur après, ouais, je comprends. Oui, il faut apprendre à séparer ça de ce qu'on va dire à la presse. En mode, oui, parcours difficile, mais bon. Oui, mais même pour soi. Parce qu'il y a une autre épreuve après à gérer. Eh ben, je sens que c'est un domaine bien plus étendu que ce que j'imaginais moi. Question de la fin, pour le mot de la fin. Oui. Du coup, cette question, je la pose à tous les invités. Si je te parle du lien entre un cavalier et son cheval, quel est le premier mot qui te vient à l'esprit ? Connexion, c'est vraiment avoir cette, c'est sûrement un mot très banal, cette impression de ne faire qu'un, de faire un tout avec son cheval, qui te comprend, que toi tu le comprends aussi, tu vois, c'est réciproque, c'est pas l'un et l'autre, toi tu pilotes forcément, mais lui il fait et il a envie de faire, il a du plaisir à faire, comme toi aussi tu as du plaisir à faire, et c'est cette connexion en temps réel, cette harmonie en temps réel qui est sublime, quoi. Bah, c'est un super mot de la fin. Merci beaucoup Patricia pour ton temps. De rien. Et toutes tes précieuses Angélique. Réponses. J'espère que l'épisode aura plu aux auditeurs. J'espère aussi. Bonne journée. Au revoir. Et hello à nouveau. C'est la fin de notre épisode Entraînez votre cerveau d'athlète. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez envie de prendre soin de vous et de votre mental pour performer cette année. Allez donc lire les articles de Patricia sur son site ou sa page Facebook Equimental Coaching. Et puis mettez-moi 5 étoiles sur iTunes, ça me rendrait vraiment service. Et bien sûr, si vous voulez me contacter, me poser des questions ou me proposer des idées de personnalités équestres à interviewer, rendez-vous sur la page Facebook J'entraîne mon cheval ou sur Instagram @j'entraîne mon cheval. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. À bientôt les athlètes.